C'est paradoxe. C'est par exemple qu'on a dit aux femmes que pour s'émanciper, il fallait qu'elles quittent le foyer. Donc de nouveau, on parle d'émancipation. Quitter le foyer, mais pour aller où? On quitte la cuisine pour le bureau, on quitte ses enfants pour un bullshit job. Voilà, c'est pas cohérent en fait. Il n'y a pas de véritable émancipation. On est quand même prisonnière quelque part. On a voulu mettre les femmes sur le marché du travail pour de bonnes raisons. Parce qu'elles vont consommer plus, parce qu'elles vont générer des impôts supplémentaires. Mais est-ce que c'était une vraie démarche bienveillante, vraiment pour les femmes, pour les familles? Absolument pas. Quand est-ce que les femmes vont réaliser qu'à la réalité, le projet d'émancipation de la femme, de libération de la femme, n'avait qu'en réalité une raison capitaliste? Donc, ces femmes de la classe moyenne et pauvre, vu que l'homme travaillait à plein temps, que ce soit dans des usines, que ce soit dans des champs, que ce soit dans des chantiers, que voulez-vous qu'ils fassent? Qu'ils se mettent également à préparer à manger et à veiller à l'éducation des enfants? Où est la logique? Et moi, c'est vraiment le problème vraiment intrinsèque que j'ai souvent dans les conversations avec les femmes qui pensent comme ça, parce que je vous assure qu'avoir un avantage, l'avoir constamment et ne même plus réaliser que c'en est un, c'est la chose la plus irréfléchie et ingrate que les femmes font. Pire même, avoir l'avantage et nier que c'en est un, en fait, c'est un autre niveau d'ingratitude. Vraiment. Alors les gars, aujourd'hui, on va regarder ensemble cet extrait de l'interview de Lena Ray. Interview menée par le média Antithèse. La vidéo est disponible sur leur chaîne YouTube et je dois vous avouer que quand je suis tombée sur l'extrait, du moins quand on me l'a envoyé, j'ai été agréablement surprise. Lena Ray, cette dame, est une journaliste suisse et dans l'interview, elle explique notamment comment le système capitaliste a promu des mouvements comme le féminisme, histoire d'ouvrir les femmes sur de nouveaux marchés. Déjà rien que le thème, je valide. Pour ceux qui ne la connaissent pas, j'ose espérer que ce sera une agréable découverte, surtout quand on prend connaissance de son livre Des Woks, l'antidote intellectuel contre la folie du wokisme. Donc, sans plus attendre, commençons. Et tu écris dans ton livre qu'il existe des paradoxes fondamentaux dans le discours féministe moderne. Quels sont ces paradoxes? Ces paradoxes, c'est par exemple qu'on a dit aux femmes que pour s'émanciper, il fallait qu'elles quittent le foyer. Donc de nouveau, on parle d'émancipation. Quitter le foyer, mais pour aller où? On quitte la cuisine pour le bureau, on quitte ses enfants pour un bullshit job. Voilà, c'est pas cohérent en fait. Il n'y a pas de véritable émancipation. On est quand même prisonnière quelque part. On a voulu mettre les femmes sur le marché du travail pour de bonnes raisons. Parce qu'elles vont consommer plus, parce qu'elles vont générer des impôts supplémentaires. Mais est-ce que c'était une vraie démarche bienveillante, vraiment pour les femmes, pour les familles? Absolument pas. Alors là, je vois déjà un premier paradoxe. Après, cette émancipation de la femme sur tous les plans, y compris la sexualité, on va dire draguer comme des hommes, jouissez comme des hommes, avoir une consommation un peu Kleenex, jetable, vous pouvez avoir autant de partenaires que vous voulez. Est-ce que c'est vraiment les femmes qui voulaient ça? Est-ce que c'était souhaitable? Je ne crois pas non plus. Donc on manipule les femmes comme on l'a fait avec l'industrie du tabac. À une époque, on a utilisé justement des images de femmes qui se rebellent et qui fument. Mais, les torches de la liberté. Voilà. Pourquoi? C'était simplement une question de consommation. Ça permettait de générer plus de revenus à l'industrie du tabac, c'est tout. J'ai adoré quand elle a dit c'était simplement une question de consommation. Quand est-ce que les femmes vont réaliser qu'à la réalité, le projet d'émancipation de la femme, de libération de la femme, n'avait qu'en réalité une raison capitaliste? Les femmes représentent un marché à conquérir, à convertir. C'était une nouvelle ressource à utiliser, à disposer. C'était pour l'amour du renflouement des caisses et non réellement pour le désir de leur laisser pousser les ailes. Des ailes, si jamais il y en a eu, selon moi, sont juste mécaniques. Et croyez-moi que lorsque le système voudra à nouveau leur arracher les ailes, ils vont le faire. Pour eux, nous ne sommes que des pions, nous ne sommes que des produits. C'est sûr que la moitié de la population qui ne fume pas, c'est quand même dommage. Bah c'est ça. Voilà. Et la moitié de la population qui ne travaille pas, c'est quand même dommage aussi. Mais il n'y a pas de réelle bienveillance envers les femmes. On n'a pas fait ça pour leur bien. Elles n'étaient pas oppressées par leur mari. Alors bien sûr qu'il y a eu des cas de violence conjugale, et il y en a toujours. Bien sûr qu'il y a des maris machos, ça existe, ça a toujours existé, on est d'accord.
Mais de dire que toutes les femmes du passé étaient forcément oppressées et malheureuses d'être à la maison, c'est avoir une vision bien réductrice et pas très respectueuse pour nos ancêtres. Et c'est d'ailleurs l'argument, du moins, enfin, l'un des rares arguments que les féministes 3.0 brandissent lorsqu'on leur demande ce que réellement le féminisme a apporté. Je me rappelle quand j'avais réagi à l'interview de Thaïs Descuffon versus Bélissa, si je ne me trompe pas. C'est l'argument que la médiatrice, qui elle aussi féministe, ne faisait que brandir en fait. Oh mais vous savez, les femmes étaient oppressées, mais non, elles étaient maltraitées, elles étaient réduites à une place de servante, de boniche, de domestique. Mais moi ça me fait bien rire. Parce que vouliez-vous qu'une femme de la classe moyenne, voire même de la classe pauvre, parce que ce sont souvent ces femmes-là dont on parle, parce que les femmes riches, elles étaient, comme qui dirait, des pots de fleurs dans leur foyer. Elles faisaient pratiquement rien parce que tout était fait pour elles. Donc, ces femmes de la classe moyenne et pauvre, vu que l'homme travaillait à plein temps, que ce soit dans des usines, que ce soit dans des champs, que ce soit dans des chantiers, que voulez-vous qu'ils fassent? Qu'ils se mettent également à préparer à manger et à veiller à l'éducation des enfants? Où est la logique? Pourquoi aucune d'entre ces femmes, vu qu'elles sont apparemment contre les travaux forcés, pourquoi aucune d'entre elles ne pleure le sort de ces ouvriers qu'on faisait travailler comme des bêtes de somme? Et ces femmes de la classe moyenne et pauvre, elles n'étaient pas qu'à la maison pour faire la boniche, parce qu'elles géraient aussi des petits business, que ce soit des business familiaux, que ce soit des petits business qu'elles faisaient elles-mêmes. Elles travaillaient déjà. Elles ne travaillaient juste pas pour le compte de l'État. Et c'est la seule différence. Et c'est cette différence qu'ils ont érigée en révolution. Très drôle. C'est vrai que aussi, les femmes qui deviennent responsables d'entreprise, par exemple, ou cadres supérieurs, souvent j'ai l'impression tendent à adopter des codes masculins qui sont liés à ces positions. Plutôt que d'être femme en tant que femme à ces postes, tout d'un coup elles adoptent des codes masculins. Et ça aussi finalement, est-ce que c'est pas une forme de dérive qu'on pourrait dire patriarcale en tout cas Je pense que cette dérive est liée à la perte de repères et que comme on ne sait plus très bien qui on est, on singe quelque chose. Mais je vais prendre un exemple que je connais bien, c'est celui des femmes dans la police. On a accepté les femmes dans la police, ça n'était pas le cas au début, mais parce qu'elles peuvent réellement amener quelque chose, par leur féminité. Mais ces femmes-là pensent qu'elles doivent singer les hommes et vont parfois faire dégénérer une intervention à cause de ça. J'explique. Si on intervient quelque part où la personne est un peu agitée, en colère, on a un homme et une femme dans le binôme qui intervient. Si la femme est vraiment alignée dans son rôle de femme, donc avec cette douceur naturelle qui se constate, c'est pas quelque chose de réducteur de nouveau, elle va parfois permettre justement une désescalade et faire redescendre la personne. Les femmes ont de bonnes compétences en communication et c'est justement là qu'elle peut faire la différence. Si elle arrive en voulant compenser sa petite taille et sa voix aiguë en criant plus fort, elle va faire monter la personne en symétrie et là on va avoir une escalade de la violence au lieu de permettre de désamorcer. Et c'est souvent ça le souci en règle générale lorsqu'on voit des femmes au poste d'homme. Ok, bon, quand je dis au poste d'homme, on se calme tout de suite, pardon. Je vais reformuler. Des femmes dans des postes où on n'avait pas l'habitude d'en voir. Voilà, on va dire ça comme ça. Parce que je sens déjà la vague féministe se jeter sur moi pour dire ouais, mais non. Donc il y a des postes que les femmes n'ont pas le droit d'avoir, etc. Pour ma part, je dirais oui. Pompier, par exemple. Mais bon, vu qu'elles ont un petit peu cette envie, ce besoin d'être partout, ce n'est pas grave. Soyez partout, mesdames, vous en avez le droit, on vous a donné le droit, c'est magnifique. Donc, le souci avec les femmes au poste où normalement on avait l'habitude de voir que des hommes, c'est que, comme elle l'a dit, elles singent les hommes. Je ne sais pas pourquoi elles pensent à tort que comme elles sont là, où il y avait souvent ou d'habitude des hommes, elles doivent se comporter comme des hommes. Alors que non, le fait qu'on ait changé en fait le genre à la tête de ce poste devrait normalement faire comprendre à celles qui désormais occupent le poste qu'on a besoin en fait d'une énergie différente, on a besoin d'un comportement différent, on a besoin d'une solution différente. On n'a pas besoin de femmes qui se comportent comme des bonhommes, ce n'est pas utile. Je ne comprends pas pourquoi on mettrait une femme pour
qu'elle mime un homme au lieu de mettre tout simplement un homme. C'est parce qu'on veut une énergie différente, on veut un résultat différent. Mais très souvent, les femmes pensent que vu qu'elles sont à la tête de ces postes-là, elles doivent être plus hommes que l'homme qui l'a précédé, l'homme qui était là, pour, je ne sais pas, obtenir quoi, un certain respect, un respect plus au-dessus du précédent homme qui était là. Non, je ne comprends pas, ce n'est pas la méthode optimale à avoir. Et les femmes pensent à tort qu'elles sont dans le droit chemin en se comportant comme ça. Et pensent à tort que ça les rend plus imposantes, que ça les rend plus dominantes. Qu'elles se renseignent juste sur ce que signifie vraiment une femme qui impose le respect. Ces femmes le font souvent dans le calme, dans la douceur et dans la contenance. Pas besoin de se transformer en quelque chose qu'elles ne sont pas. Elles doivent utiliser ce qu'elles sont pour amener un changement, un résultat différent. C'est pourquoi il y a des hommes et des femmes. Nous ne sommes pas tous pareils, donc forcément, une femme saura apporter quelque chose de complètement différent qu'un homme ne pourra pas et vice-versa. Et ça, c'est parce qu'elles se sentent pas légitimes, selon ton observation, ou parce qu'il y a des injonctions justement à être comme un homme? Je pense que c'est plus les injonctions. C'est sois forte, débrouille-toi, tu peux faire mieux que les hommes sont nuls. De toute façon, enfin, on entend beaucoup de choses et je pense pas que de base, les femmes, si on prend les petites filles, elles ne naissent pas en colère contre les hommes. C'est quelque chose qu'on leur inculque. Elles ont eu un père, des frères, peut-être même des petits amoureux quand elles étaient enfants. Elles ont aimé aussi des figures masculines. Et puis, petit à petit, on les a démontées, ces figures. Et puis, on leur a dit qu'elles pouvaient faire mieux et qu'elles devaient toujours essayer d'obtenir une forme d'égalité, mais simplement qu'on a confondu égalité et interchangeabilité. Alors que non, on n'est pas interchangeable. Et tu écris dans ton livre aussi que le féminisme a été instrumentalisé par les hommes, justement, alors pour des questions économiques ou autres, mais cette instrumentalisation par les hommes, c'est quelque chose que tu constates dans tous les domaines, ou c'est quand même spécifique à certaines... Bon, alors je vais quand même préciser que je ne pense pas vraiment qu'il y a une instrumentalisation. Je me dis que c'est une possibilité, et j'ai voulu l'explorer. Et si c'était ça? Et si c'était le tour le plus habile du patriarcat, pour ceux qui croient au patriarcat et qui le dénoncent tout le temps? On prend vraiment les féministes radicales qui disent « c'est la faute du patriarcat » systématiquement. Donc si tout est de la faute du patriarcat, et si votre propre lutte était manipulée par le patriarcat? Donc c'était plus une exploration. Mais le patriarcat, décidément, est un condiment qu'on aime bien mettre dans toutes les sauces. Je comprends l'approche, je comprends la réflexion, sauf que ce n'est pas vraiment à ce niveau qu'il faut regarder. Ça me rappelle une conversation que j'avais eue avec une collègue et connaissance qui avait tellement insisté en fait sur le fait que ce qui arrive aujourd'hui, c'est la faute du patriarcat, dans le sens où si les hommes souffrent aujourd'hui, si les hommes sont marginalisés, etc., c'est à cause du patriarcat qu'ils ont imposé, etc., etc. Et donc, dans la réflexion de Lena Ray, elle se dit que, et si, en fait, vu qu'il y a forcément un fautif à cette transformation, et si c'était le patriarcat qui manipulerait les femmes dans cette lutte d'indépendance, de liberté, cette guerre contre les hommes qu'elles font à longueur de journée, etc., moi, je dirais que non, ce n'est pas une affaire d'homme ou de patriarcat. Ce n'est pas une affaire de domination masculine cachée ou alors sournoise sur les femmes. Non, il faut regarder encore un petit peu plus haut, plus au-dessus. Elle a exploré la thèse du capitalisme comme réelle motivation de tout ce que nous observons aujourd'hui en termes de changement, d'interchangeabilité, comme elle le disait, des genres, et la guerre en général entre les sexes. Et donc, quand on se pose la question, c'est quoi le capitalisme? Qui est aux commandes de ce système? Qui dicte les règles du capitalisme? Est-ce les hommes qui dictent le capitalisme ou alors est-ce tout simplement les gens qui ont de l'argent? Je pense que j'avais déjà brièvement abordé cette notion ici, la notion de l'oligarchie. L'argent, excusez-moi un petit peu, on va devenir spirituel, est malheureusement le dieu du monde dans lequel nous vivons. J'aimerais bien que quelqu'un me dise le contraire. Et s'il y en a qui veulent me dire le contraire, je vous conseille un petit peu d'aller checker les comptes en banque du Vatican. Mais bon, bref, passons. Actuellement, c'est le capitalisme, c'est l'argent qui décide. Il ne s'agit pas ou de femmes, ou de vieux, ou de jeunes. Il s'agit d'argent. Depuis un long moment maintenant, il s'agit d'argent. Soyez même un enfant de 5 ans, vous allez dicter votre loi parce que vous en avez le pouvoir, parce que vous en avez les moyens, les capitaux. Donc si... Voilà, on surveille demain et désormais, seuls les enfants de moins de 12 ans possèdent des thunes, genre les thunes du monde entier, de l'univers. Mais croyez-moi que le monde sera rempli de Disneyland parce que les enfants veulent aller à Disneyland. Ils veulent
aller au parc d'attractions, ils veulent manger des glaces à pas d'heure, etc. Le monde sera dessiné tel que le veut ses enfants de 12 ans. Mais vu que le monde est dirigé par des adultes, les vieilles familles de ce monde qui amassent l'argent depuis des siècles, c'est la raison pour laquelle nous sommes donc sous un système d'oligarques. Et dans l'oligarchie, ce n'est pas une affaire d'hommes, ce n'est pas que seuls les hommes règnent ou alors gouvernent à cette table, non, parce qu'il y a des femmes. Il suffit d'avoir de l'argent et vous ferez partie de ceux qui décident, de ceux qui instrumentalisent, de ceux qui planifient, parce que voilà, nous vivons dans un monde où on programme des agendas pour nous. Voilà. Et ainsi va la vie. Donc, ce n'est pas le patriarcat. Le patriarcat, c'est l'excuse, voilà, qu'on a bien voulu placarder là parce qu'il fallait bien un coupable, il fallait bien détourner les gens du véritable coupable parce que ces gens s'assurent toujours d'avoir des boucs émissaires. Fin du débat. Et partant de ce postulat, oui, on pourrait aussi voir que dans l'émancipation de la femme jusqu'au point où on a une marchandisation du corps de la femme, qui a y gagné réellement? Des hommes. Un, parce qu'ils vont exploiter ces corps. Si on prend par exemple le fondateur d'OnlyFans, il génère des revenus colossaux, il s'en met plein les poches, il utilise donc le corps des femmes pour s'enrichir. Et puis si on prend le marché de la prostitution, le client c'est l'homme, donc c'est lui qui a tout à y gagner, que les femmes fassent leur empowerment en prenant justement le pouvoir sur leur corps et en ayant le droit d'utiliser leur corps comme une marchandise. Mais moi, je vois absolument pas ça comme un progrès pour les femmes. All right, so I think the feminist movement is fantastic. I thought they were going to become doctors and lawyers. No, they're just all doing OnlyFans, and I'm not hating. I fucking love it. I fucking love the feminist movement. It's fucking awesome. D'ailleurs, en parlant d'OnlyFans, c'est vrai qu'aujourd'hui, ça prend des proportions complètement incroyables. On pense à Bonnie Blue, effectivement, qui est la caricature. Voilà, cette femme qui a eu des rapports avec 1000 hommes dans une journée. Et aujourd'hui, effectivement, de plus en plus de femmes, de célébrités sont sur OnlyFans. Et qu'est-ce que tu penses de cette tendance? Ça révèle beaucoup de choses sur notre société, sur notre rapport à nous et à l'autre. On a souvent tendance à voir aussi uniquement le côté de la femme qui va avoir des rapports sexuels avec un grand nombre d'hommes dans la même journée. Alors c'est clair que là, je pense que cette femme, si elle n'est pas à un moment donné déconnectée de son corps, elle ne peut pas faire ça. Elle a besoin de s'échapper, c'est pas possible. D'ailleurs, c'est l'autre, Lily Phillips, elle avait couché avec 100 hommes et moi j'avais vu un passage où elle s'exprimait à la caméra après l'avoir fait. Et elle avait l'air d'être totalement dissociée. Et d'ailleurs, elle disait bien ne pas se souvenir de la plupart des hommes qui sont passés sur elle. Ça n'est pas humainement possible de le faire. Oh là là, qui sont passés sur elle? Non, c'est si bien formulé. Parce que je suis désolée, mais à aucun moment dans cette rencontre sexuelle entre elle et ces hommes, il y a eu un quelconque échange d'attention. Parce que ce soit Lily Phillips ou alors Bonnie Blue, elle mettait surtout en avant lorsqu'elle parlait de ses rencontres avec leurs abonnés ou leurs supporters sur OnlyFans, je ne sais pas comment on va les appeler. Elle disait que non, c'était une manière de se rapprocher de son public, de son audience, de ses supporters, une manière de les remercier. Voilà, pour leur soutien. Sauf que je suis désolée, mais à aucun moment dans le process, il n'y a ne serait-ce que un échange d'attention ou d'affection ou de compassion ou de sentiment ou de quoi que ce soit d'émotionnel ou de sentimental dans le geste. Et Lily Phillips, elle a dit qu'elle avait carrément du mal à gérer l'emploi du temps d'ordre de passage, que même les 1 minute de conversation que normalement elle devait avoir avec chaque personne pour voilà créer ce lien, cette intimité, elle n'arrivait plus parce qu'au final c'était robotique. Bonsoir, comment tu vas, qu'est-ce qui t'amène ici, etc. Au final, il n'y a pas d'émotion dans le fait de rencontrer 100 personnes intimement dans la même heure, dans la même tranche horaire, dans la même journée. Et il n'y a pas d'intimité, il n'y a pas d'affection, de tendresse, il n'y a rien. Et là encore, je vous parle de 100 personnes juste. Donc, imaginez Bonnie Blue avec ses 1000 mecs. Autant pour moi. Avec ses 1070 mecs. Celle-là même, c'est un cas d'étude psychiatrique. Non, je pense. Je pense vraiment. Ça, c'est une partie. Mais l'autre partie, c'est des hommes qui passent sur elle. Quel homme qui se respecte a envie d'être le 900e? Aucun. Non, c'est pas ça. Être un homme, c'est normalement de pouvoir séduire et de savoir aussi que la personne avec qui on va avoir un rapport a envie de nous. L'homme a aussi besoin de se sentir désiré. Mais simplement qu'aujourd'hui, qu'on a fait des hommes des parias, ils ne se sentent plus du tout reconnus. Ils ne savent même pas ce qu'ils ont le droit de faire, de dire.
Ils n'osent plus draguer. J'ai entendu des hommes me révéler qu'ils n'osent pas aller manger avec une collègue seule à seule. En groupe, oui, mais avec une femme seule, non, c'est peut-être avoir des ennuis. C'est extrêmement triste d'en arriver là. Et effectivement, certaines statistiques ou études montrent que, notamment chez les adolescents, il y a d'énormes problèmes à aller aborder les femmes, ou en tout cas que le nombre de rapports sexuels, ou en tout cas de relations amoureuses, tend à diminuer par rapport à il y a 30 ans chez les jeunes hommes. Donc il y a aussi une souffrance chez les hommes de cette situation. J'ai entendu aussi plusieurs témoignages d'hommes qui n'avaient pas eu la moindre tendresse pendant des années. Le jeune garçon qui grandit avec sa mère va avoir la tendresse de sa mère dans sa prime enfance. Puis après l'adolescence, c'est une période un peu plus compliquée. On va prendre ses distances avec ses parents et c'est naturel. Et puis on va chercher à avoir cette tendresse auprès d'une petite copine. Mais maintenant, justement, c'est devenu plus compliqué, plus tendu, et les individus sont isolés. On ne sort plus autant qu'avant, on est plutôt dans sa chambre, tranché, derrière son téléphone portable. Donc on est dans des bulles très solitaires. Et c'est là que ces jeunes vont s'accrocher à des images, des femmes qui existent, justement sur ces sites comme OnlyFans, elles existent, mais ça reste virtuel. Et ils ont parfois l'impression d'entretenir une relation avec elles parce qu'ils peuvent lui écrire, alors que ce n'est pas la fille qui répond réellement. Donc on est dans quelque chose de totalement fantasmé, mais c'est parce qu'on ne peut plus se connecter au réel. On a fui ce réel qui est menaçant et on se retrouve donc très solitaire avec maintenant ce manque affectif, puisqu'on n'a plus les parents pour le remplir, on n'a pas de petite copine et des gens qui se retrouvent pendant 7 ans sans être touchés dans une détresse immense et on ne se rend pas compte de ça. Et on a besoin tous de tendresse, même un animal a besoin d'être caressé. Et là, vraiment, ça me fait penser à une conversation que j'avais eue avec une amie, féministe, oui, qui, bon, pas si récemment, mais on avait eu cette conversation une fois où je lui ai expliqué qu'elle devrait se renseigner sur les cas de ces femmes qui ont fait l'expérience momentanément de vivre telles des hommes et qu'elles comprennent que ce que ces femmes ont vécu, c'est réel. La détresse qu'elles ont vécue était réelle. Elles n'étaient pas dans l'exagération ou dans l'aggravation. Elles étaient choquées de se rendre compte du degré d'absence d'attention, d'affection, de compassion, de sentiments bienveillants qu'on ne porte pas en fait envers les hommes. Il y a cette absence de tous ces sentiments-là qu'on ne porte pas envers les hommes. Et mon amie, elle était en mode, ouais, mais non, ça c'est des détails, ne pas se faire draguer. Genre, en tant que femme qui a expérimenté ce que c'est que d'être un homme, ne pas se faire draguer ou alors se faire rejeter quand elle draguait, c'est des détails. C'est pas vraiment une réelle souffrance. Je lui ai dit que j'appréciais beaucoup vraiment sa manière de parler parce qu'elle parle du point de vue suffisant, faut le préciser, de la privilégiée qui a ces choses. C'est comme si vous expliquiez à quelqu'un que 5 000 €, c'est pas beaucoup parce que voilà, il y a votre loyer, il y a votre voiture qui vous coûte excessivement, etc. Et vous dites ça à un SDF que voilà, 5 000 €, c'est pas beaucoup. Non mais il va vous regarder en mode, mais vous êtes taré? Quand on a quelque chose, on le banalise, on le simplifie, on le minimise parce qu'on l'a. C'est quand on ne l'a plus qu'on se rend compte de l'importance de chaque centime ou alors de chaque centimètre qu'a fait cette personne ou alors cette chose dans notre vie. Elle parle de point de vue d'une femme qui reçoit de l'attention en longueur de journée de la part et de son petit ami et des hommes qu'elle rencontre dans la rue, dans sa vie, de la part même de sa famille, de ses parents. C'est une femme, même si elle va se plaindre que oui, ces hommes qui lui donnent de l'attention, c'est uniquement parce que c'est une femme et qu'elle a un VAGIN, que c'est uniquement parce qu'elle a ça qu'on lui accorde de l'attention. Mais je lui ai dit, sois-en fiers. Les hommes, eux aussi, ils ont un appareil reproducteur qui est capable de faire des merveilles dans une chambre, mais ce n'est pas parce qu'ils ont cet appareil qui fait des merveilles qu'on leur accorde néanmoins de l'attention. Sois contente d'avoir cet appareil qui suscite plus d'intérêt que l'autre appareil. Sois reconnaissante du fait que parce que tu as cet appareil, tu bénéficies de certains avantages. Et moi, c'est vraiment le problème vraiment intrinsèque que j'ai souvent dans les conversations avec les femmes qui pensent comme ça, parce que je vous assure qu'avoir un avantage, l'avoir constamment et ne même plus réaliser que c'en est un, c'est la chose la plus irréfléchie et ingrate que les femmes font. Pire même, avoir l'avantage et nier que ça en est un, en fait, c'est un autre niveau d'ingratitude. Vraiment, envers ce qu'elles sont et ce qu'elles ont. Et moi, c'est vraiment à ce niveau que ça coince, lorsque je dois m'entretenir, converser avec ces femmes qui ne le réalisent pas. Bon, petite note, ma puce, si tu passes par là et que tu tombes sur cette vidéo, sache que je t'aime fort. Nous sommes peut-être en désaccord idéologiquement, mais je t'apprécie tout de même. Faites pas attention, j'essaye de sauver mon amitié. Alors, est-ce qu'on pourrait vraiment souhaiter ça aux hommes? Si on ne le souhaite pas aux animaux et de les enfermer dans une cage, pourquoi on le fait à toute une partie de la population? Et ça engendre ce genre de
comment dire, de solitude engendre les tendances incel, par exemple, ou ces hommes qui rejettent les femmes et les hommes qui ont des facilités avec les femmes, ou alors les mouvements masculinistes radicaux à la Andrew Tate ou autres, qui, du coup, deviennent extrêmement violents en réaction. C'est terrible. Et c'est vrai que là aussi, les écrans jouent un rôle important parce qu'on se rend compte que les gens dorment moins. Dormir moins, c'est être aussi plus fragile psychologiquement. Les gens sont prêts à se priver de nourriture ou de sexe, mais pas d'Internet. On est devenu totalement dépendant à ça. Et là-dessus, une fois qu'on passe du temps sur les réseaux, on va être de plus en plus enfermé dans sa bulle. On va nous montrer que des contenus qui nous confirment dans nos opinions, qui nous confortent dans les choix qu'on fait, et de plus en plus de manière radicale. Alors peut-être qu'un garçon un peu paumé va commencer à regarder certains contenus, puis petit à petit, on va l'amener toujours plus loin. Et en parallèle, il va avoir de moins en moins de contact avec la gente féminine, et donc se radicaliser. Après, on en arrive à des situations où, j'ai entendu des vidéos, où l'homme qui influence dit « Bon ben, les femmes, c'est toutes des salopes, de toute façon, elles veulent pas de vous, donc la meilleure chose que vous puissiez faire, c'est les exploiter. Si d'ailleurs, tu n'as pas une belle montre et une belle voiture, c'est que tu as raté ta vie, c'est que tu es un loser, donc on va encore en plus les écraser, davantage ruiner leur image, et leur dire, voilà, donc si tu veux réussir, mec, ce que tu dois faire, c'est t'en trouver une et l'exploiter. » Je préfère à ce niveau ne même pas citer les noms de certains créateurs, hashtag influenceurs, auxquels je pense quand elles citent ce genre de phrases. Et justement, moi, c'est le souci aussi que j'ai avec ces contenus masculins dirigés vers les hommes pour les remettre d'aplomb, les motiver à se surpasser, etc. Comme je dis souvent, je comprends le principe, hein, en mode oui les gars, de toute façon, c'est compliqué d'avoir une femme de nos jours, alors focussez-vous sur vous, etc. Mais quand pour motiver quelqu'un, tu le rabaisses plus bas que terre et lui craches des réalités qui ne sont même peut-être pas encore les siennes, là c'est pas bon. Parce qu'un mec de 21 ans qui déjà n'a pas de ressources financières réelles, véritables, qui n'a pas connu de réelles relations, quand tu lui dis ouais de toute façon les femmes ne veulent pas de toi, mais c'est faux, c'est très faux. Il n'a encore presque rien vécu en termes d'expérience relationnelle pour arriver à cette conclusion. Ce n'est pas les 2-3 râteaux qu'il a reçus ou les 2-3 ruptures qu'il a expérimentées dans sa jeunesse qui déterminent ou détermineront la vie qu'il mènera concernant les femmes. J'ai horreur de ce niveau de généralisation, de ce niveau, je sais pas, d'aggravation lorsque j'entends ces gars-là. Ces derniers temps, je tombe beaucoup sur les contenus de Andrew Tate. C'est vrai que c'est un personnage que je n'ai pas encore vraiment cerné entièrement, mais je sais que c'est quelqu'un qui fait le show dans sa discipline, dans le sens où il a besoin d'être trash pour gagner l'attention. Mais je sais aussi qu'il y a un côté que les gens qui le suivent ne prêtent pas vraiment attention, ou alors les gens qui ne l'aiment pas particulièrement ne prêtent pas attention. C'est lorsqu'il parle aux hommes, il demande aux hommes de comprendre les femmes, de comprendre leurs particularités, leurs sensibilités et de composer avec. Parce qu'on aura beau vous motiver, vous dire tout ce que vous voulez, une femme ne sera jamais comme un homme, une femme ne sera jamais comme vous, messieurs. Une femme, c'est un bouillon d'hormones et ce n'est pas grave en soi parce que ça a ses avantages. Comme parfois la réflexion logico-mathématique, si pragmatique, si stoïque face à ces situations chez les hommes peut aussi être un inconvénient. C'est pourquoi il faut un mélange des deux. Comme elle dit vraiment, Internet c'est bien, mais faites gaffe, soyez prudents en fait avec les gens que vous écoutez sur Internet. C'est le seul conseil que je peux vous donner à ce stade par rapport à ce sujet en tout cas. Et on a comme ça l'émergence de petits Mac maintenant chez les très jeunes adultes qui vont prostituer des filles mineures. Il y a une énorme augmentation, il y a eu beaucoup d'articles là-dessus en France sur la prostitution qui vont aller en recherche aussi d'affection. Des filles qui sont donc en rupture, elles sont amoureux. Et puis petit à petit, les faits extrêmement vicieux qu'on peut observer. Oui, c'est vraiment un cercle extrêmement vicieux qu'on peut observer, qui est notamment alimenté par les écrans et par la solitude de la société. Oui. Et finalement, les hommes et femmes sont perdants dans cette dynamique. Ah, il n'y a pas de gagnant, mais c'est pour ça que je dis qu'avec le wokisme, il n'y a pas de gagnant. Et qu'on a meilleur temps d'essayer de se comprendre soi-même et de comprendre les autres et de réinstaurer le dialogue. Et c'est que comme ça qu'on pourra avancer. Parce que si on continue dans la direction qu'on a prise ces dernières années, on va droit dans le mur. Il ne peut pas y avoir d'issue positive à cette fuite en avant. D'ailleurs, certaines féministes assez connues, hein, en France notamment Elisabeth Badinter, Laure Murat, Céline Pina, ont critiqué les excès du wokisme, notamment dans sa dimension communautariste et dans le fait que finalement ça isole le combat féminin ou ça le dilue. Enfin, ça l'isole pas, ça le dilue dans
myriade de luttes différentes et que finalement la femme dans tout ça, des fois, est un peu le parent pauvre. Voilà. Notamment, il y a des exemples assez connus, mais des toilettes qui sont mixtes, en fait, pour une femme qui se retrouve avec un homme à côté dans une toilette, c'est un peu dérangeant et un peu une régression. Oui, elles ont une vision très lucide de la chose, parce qu'aujourd'hui, être une femme, ça n'est plus suffisant, vu qu'on parle d'intersectionnalité. D'être juste une femme, ça ne mériterait même pas qu'on en discute. Ça n'est plus une cause en soi, il faudrait qu'elle soit corrélée avec une autre cause, par exemple d'être lesbienne, d'être trans, d'être racisée, justement. Mais bon, moi je ne le vois pas comme ça. Simplement qu'aujourd'hui, dans les mouvements vraiment woke, c'est ça, c'est d'être une femme, ça n'est pas intéressant. Et si tu es une femme et que tu dis « oui, mais moi j'aimerais un petit peu lutter pour les droits des femmes », et je considère qu'une femme trans n'est pas une femme, on va dire « ok, donc toi t'es TERF, t'es de l'extrême droite, t'es disqualifié, c'est fini, tu n'as plus le droit d'appartenir aux luttes féministes ». Donc c'est une manière justement d'exclure les autres et de faire taire les femmes. Être une femme, ça n'est donc plus suffisant pour mériter d'avoir la parole. Une femme trans peut tout à fait être reconnue comme une femme, avoir le droit de concourir au niveau sportif, avoir le droit d'utiliser les mêmes toilettes, les mêmes vestiaires. Il y a quelques mois, une personnalité assez connue sur les réseaux sociaux dans le domaine du sport parlait d'ouvrir une salle de fitness réservée aux femmes. Au début, elle avait déclaré qu'elle accepterait les femmes trans. Et puis après réflexion, elle s'est rétractée parce qu'elle a préféré privilégier la sécurité de ses clientes en disant oui, mais c'est vrai que le fait d'accepter une femme à pénis dans les vestiaires, ça pourrait soulever quelques problèmes. Et elle s'est fait justement complètement disqualifier, éclatée sur les réseaux sociaux, de même que J.K. Rowling, qui est même reniée par les acteurs d'Harry Potter, qui disent « Oula, la méchante là ». Elle dit qu'une femme ne peut pas avoir un pénis, c'est grave. On en arrive là. Au fond, la question, c'est quoi une femme? Une femme est déterminée par ses chromosomes, une femme est déterminée par sa capacité à enfanter. Alors on peut toujours nous sortir des exemples qui viennent contredire en disant non, mais il y a certaines femmes qui ne peuvent pas enfanter. Oui, certes, il y a des femmes qui sont stériles. Mais de manière globale, si on dit qui peut enfanter, est-ce qu'un homme le peut? Non. Donc, juste de revenir à l'essentiel, une femme est déterminée par son corps et ensuite, elle peut très bien décider de ne pas vouloir exprimer sa féminité, ne pas devenir mère, ne pas porter de robe, personne ne l'oblige à le faire, mais elle restera quand même une femme et c'est assez simple de répondre à cette question, contrairement à ce que Matt Walsh a pu expérimenter. Une interview vraiment très intéressante. Je vous conseille de voir la version d'1h20 qui est disponible sur leur chaîne. C'est vraiment rafraîchissant de tomber sur ce genre de contenu. J'espère que la vidéo vous a plu, que c'était une agréable surprise finalement. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Pensez à faire les gestes qui sauvent et n'hésitez pas à me partager vos avis en commentaire. Bon début de week-end à tous et on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!